Vénus de Milo, l'Anguille, chapitre 3, page 25. Depuis la station de bus, ils vont au pas de course sous des trombes d'eau jusqu'à l'entrée du Louvre, un grand musée de Paris. « Peuvent pas ralentir un peu ?» râle Alice en lui-même. Puis ils s'engouffrent sous la terre par des escalators et se retrouvent sous la pyramide transparente qui sert d'entrée aux visiteurs un étage plus haut. Au vestiaire, les élèves entassent pêle-mêle leurs vestes, écharpes, manteaux trempés dans un grand bac. Et c'est là que soudain, tout s'éclaire. Alice voit Camille mordre le col de son manteau. Oui, vous avez bien lu, mordre le col de son manteau. Tirer un coup sec du menton vers la gauche et détacher la bande velcro qui le ferme. Ensuite, d'un mouvement de rotation de la tête, le col toujours entre les dents, elle décroche le manteau qui vole autour de son buste à la façon d'une cape de matador. Puis desserre les mâchoires et le lâche dans le bac. Elle est là, regardez, toute menue dans sa veste jaune d'or avec des cheveux d'incendie, la fille différente. Une fille qui ôte son manteau avec les dents. Une fille qui se sert de ses dents comme de mains, comme de doigts. Ils étaient obnubilés par ses jambes, ils cherchaient un fauteuil roulant. Aucun des élèves n'a regardé Camille en entier. Et maintenant, ils la voient. Et leur bouche s'ouvre façon bouche de poisson. Camille Berthier n'a pas de bras. Il fixe médusé le torse de Camille, debout devant le bac de vêtements, les manches molles et vides de sa veste jaune qui pendent aux épaules, ou plutôt à l'endroit où devraient se trouver ses épaules. Des manches d'épouvantail, se dit Alice. Il ne peut pas s'empêcher de penser, soulagée, qu'elle non plus n'aura pas droit à l'ascenseur. Camille lève la tête vers la pyramide. C'est beau ce ciel. Un ciel derrière un plafond de verre quadrillé par des croisillons de métal où tombe une pluie qui ne mouille pas. Elle ouvre grand les yeux sur tout ce qu'elle voit. Les statues, les tableaux, les escaliers immenses. Elle fuit le regard des élèves fascinés par sa silhouette. Elle mord sa lèvre, son tic de stress. Camille rime avec mordille et avec brie, elle se répète, bien droite dans sa veste jaune. Elle écoute les cascades de chiffres déversés par le guide. Le Louvre est un château fort agrandi. Il compte 403 pièces, 18 kilomètres de promenade, 35 000 œuvres exposées et 20 000 en réserve. Il faut 30 jours pour le visiter en entier. Elle se répète ces chiffres. 18, 30, 403, 20 000, 35 000. Essaye de les retenir pour oublier que ses camarades la fixent plus que n'importe quelle sculpture. Masque égyptien, fresque ou tableau. L'œuvre d'art aujourd'hui, c'est elle. Elle se concentre sur les sarcophages et amulettes, voit une peinture grande comme un salon, des tableaux aux titres énigmatiques, bizarres, le radeau de la Méduse, Mademoiselle Caroline Rivière, le tricheur à l'as de carreau, qui ressemblent à des débuts d'histoire. Elle aperçoit de loin la Joconde de Léonard de Vinci. Cette peinture, elle la connaît. Il y a un magnet sur le frigo, rue du 14 juillet. Ce n'est qu'un tout petit tableau, en fait. Ridicule même, tellement étroit que la foule pressée contre la barrière le dissimule presque. Elle essaye d'être sourde au chuchotement. Aveugle le regard, insistant quand il la croise. Léna la suit comme une ombre. Elle est en mission, lui a dit le prof de français. Camille ne doit pas se sentir seule. Camille aimerait bien qu'on lui lâche les baskets 5 minutes. Et puis elle a chaud. N'oubliez pas, répète le prof, il faut que chacun choisisse une œuvre à présenter aux Marseillais. Elle n'a pas très envie de s'afficher en t-shirt, mais vraiment on étouffe dans cette foule de touristes et elle ne peut compter sur personne pour tamponner la sueur à son front. Tant pis, elle décide, ils s'y feront. Elle a un peu la trouille, mais il faut bien une première fois. C'est maintenant. Elle mord le col de sa veste comme elle a mordu le col de son manteau tout à l'heure et d'un même mouvement circulaire de la tête décroche la veste de son buste. La veste pend entre ses dents. Zéla, elle tente d'articuler, ou bien Véla ou Géna, quelque chose d'approchant avec un « et un « a », mais le tissu de la veste déforme les sons dans sa bouche. Le prof insiste. Un tableau, un objet, une sculpture, ce que vous voulez, mais vous devez repartir de cette visite avec une idée, d'accord ? Zéla, oui, Zéla !» Léna finit par se retourner, son cerveau a dû traduire la succession des « et » et des « a » en appel, une variante de son prénom. Face à la veste qui se balance entre les dents de Camille, elle reste interdite. Cette fille en t-shirt est plus impressionnante encore sans ses manches vides et molles. On dirait un personnage maladroitement découpé au ciseau dans un magazine par son petit frère, claque un bras, claque l'autre.
S'il te plaît, si tu peux m'aider » tente Camille en secouant la veste. Le bras du prof apparaît par magie, attrape la veste avant que Léna ait esquissé un geste. « Je m'en occupe !» Les élèves fixent Camille pareil à une vision surnaturelle. À cet instant, plus que ce matin encore dans la cour du collège, Camille rime avec coquille. Elle voudrait se cacher dans le fond d'une coquille comme le mollusque pour échapper au crabe. Tous les élèves ont des têtes de crabe. Mais il n'y a pas de coquille et il n'y a pas sa mère. Alors elle inspire un grand coup, ravale le nœud dans sa gorge et sourit vaillamment aux 25 paires d'yeux effarés. Le guide pressé n'a rien vu de la scène. Il est déjà reparti vers la salle suivante. Et le prof somme les élèves de le suivre. 18 kilomètres de circuit en tout dans le Louvre, a dit le guide. Et au bout de 500 mètres, Alice est déjà en nage. Cette visite est un cours de sport. Il n'écoute pas vraiment les commentaires. La vision de Camille l'aimante. La fille se faufile comme un feu follet dans la foule, avec son corps mince, flamme courte et vive, talonnée par Léna. « Voici la cour Marly !» annonce le guide. « Des statues du jardin de Louis XIV. » Il montre des sculptures de chevaux dressés, hennissants, Neptune et Diane en pied, une rivière personnifiée en femme, tenant une jarre, une jeune fille et un jeune homme sculptés en train de courir sur la pointe des pieds et cheveux au vent, arrêtés en plein mouvement, semblable à une photo de Pierre. Les statues géantes détournent un moment l'attention que les élèves portent à Camille. « Mais elles sont toutes à poil, ces sculptures » s'exclame Abdoulaye. « En effet. Pourquoi, à votre avis ?» demande le guide. « C'est une fête de nudistes » ricane Arthur. Le guide soupire. « Ce sont des dieux, presque tous, et les dieux ont des corps parfaits. Sculpter des dieux permet aux artistes de montrer leur talent, faire ressortir les côtes, les muscles, le mouvement de leur corps magnifiquement proportionné. Voyez cette précision. On croit pouvoir les toucher rien qu'à les regarder, ces sculptures. Être capable de telles prouesses n'est pas donné à tout le monde. »« Sûr que toi, ricane Zach en frôlant Alice, trop bas pour que le guide l'entende. T'aurais pas pu faire modèle. » Alice contemple le modelé des bras, des cuisses, des ventres. C'est vrai que c'est beau. « Et voilà Alice au pays des merveilles !» continue Zach. Beau et un peu déprimant. Il se sent lourd, gras, gros, laid. À sa gauche, Camille souffle sur sa frange qui lui retombe sans cesse dans les yeux. Elle porte un petit sac en bandoulière. Il se demande ce que contient le sac. Un ticket de métro? Des clés? De l'argent? Comment glisse-t-elle le ticket dans la fente de la machine? La clé dans la serrure? Comment est-ce qu'elle paye? Alice se dit qu'elle non plus. Elle n'aurait pas été un bon modèle pour ses sculpteurs. Ça le soulage. Ils arrivent aux antiquités grecques. La première statue est un torse sans tête. Et puis il voit une tête de cavalier sans corps. Et puis un torse d'homme sans tête et sans bras, avec une jambe coupée au genou. Des tas de statues auxquelles il manque des jambes, des bras, des morceaux de jambes ou de bras, des mains, des pieds. Des statues très anciennes brisées par le temps, ou les voyages, les tremblements de terre peut-être. Il ne sait pas comment des morceaux de leur silhouette ont disparu. Elles devaient être entières à l'origine, puisque ce sont des dieux et que les dieux sont parfaits. Mais maintenant elles ressemblent à Camille, et la foule les admire. Les touristes les prennent en photo. Pas d'obèses, évidemment, parmi les sculptures. Le revoilà seul, avec son corps moche. « Hé Camille !» chuchote Zach en passant. « Tu es venue faire une visite de famille ?» Léna le fusille du regard. « Et à présent, voici la Vénus de Milo, une star du Louvre !» annonce le guide. Mais c'est Camille qu'il désigne involontairement. Elle s'est glissée au premier rang sans qu'il s'en aperçoive et s'est plantée toute petite et toute droite, devant l'immense femme de pierre, la grande Vénus aux bras manquants. Le guide se fige, comme s'il n'avait pas vu Camille avant cet instant. Camille, la fille sans bras. Il débitait sa conférence apprise par cœur, sans voir personne, suivant un itinéraire réglé par avance, une machine à dire du texte. Il regarde Camille, qui regarde le visage de Vénus. 2,17 m au-dessus d'elle, immobile et muette. Le guide cherche des yeux le prof. Ça se voit qu'il ne sait pas quoi faire. Le prof fait signe de continuer. La Vénus de Milo, donc, elle a été trouvée sur l'île de Milo, ainsi que son nom l'indique. Ses bras manquent, vous pouvez le constater. Elle est célèbre dans le monde entier à cause de son visage extraordinaire. Camille ne scie pas. Alice voit son menton levé, son corps figé comme un marbre. Pas un épouvantail. Camille Berthier, alors. Une Vénus ?
Il ne sait plus bien s'il doit la plaindre. Le visage est resté intact, balbutie le guide. Le visage, c'est le plus important. Ce visage est magnifique. Et Alice se demande qui. De la statue de Camille, le guide est en train de décrire. Il scrute le profil de Camille, ses cheveux de feu, son nez rond, son menton volontaire. Hyper belle, oui. Des touristes s'approchent, observent l'étrange face à face, entre la fille sans bras et la statue au moignon de pierre. Un type prend une photo avec son portable. « Bon, » reprend le guide un peu déboussolé. « La visite est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On retourne au vestiaire. » La classe marche en silence dans le brouhaha des salles. L'image de Camille et de la statue imprimée dans la rétine. Alice suit le mouvement, songeur, quand un cri le tire de sa rêverie. Couché au pied d'une volée de marche, Zach hurle de douleur. Le prof se précipite, tâte les jambes, les bras de Zach, il grimace. « Tu as dû te casser le poignet. Ne bouge pas. J'appelle les pompiers. » Alice n'y peut rien. Le petit diable rouge revient au-dessus de son crâne et il se tape le ventre. Il se marre. Zach s'est cassé le poignet. Ha ha, bien fait. Même pas besoin de poupée vaudou. Le diable chasse l'ange à coups de pied aux fesses. Camille Berthier doit voir le diable hilar parce qu'elle offre à Alice un sourire complice, comme si elle comprenait sa joie secrète. Riait silencieusement avec le diable, elle aussi vengée.